E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche à l'instant, Alioune Tine, bonjour. Bonjour Mahmoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour vous présenter que vous êtes expert indépendant de l'ONU au Mali, ancien président du Comité sénégalais des droits de l'homme, on a tendance à l'oublier, et ancien directeur Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International. Merci et bienvenue Alioune Tine. Merci et bienvenue. Vous avez oublié une chose, et c'est la chose qui me tient le plus à cœur. J'ai coordonné quand même pour l'Afrique la conférence mondiale de Durban, qui a fait de l'esclavage et justement de la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. Ça, j'y tiens. C'est nous les Africains qui avons eu ça, pas les organisations internationales. Mais ça nous permet de nous lancer et ce n'était pas du tout prévu. Ce travail de Felwine Sarr, qui a fait un travail, un rapport qu'il vient de remettre au président français sur la restitution du patrimoine africain. C'est un travail qui vous laisse indifférent? Pas du tout. Oui. C'est fantastique. Je voudrais féliciter très chaleureusement Felwine et Madame Savoy, qui ont fait un travail fantastique qui permet aujourd'hui d'avoir l'espoir de retrouver une importante partie. Je ne dis pas seulement de la mémoire africaine, je ne dis même pas aussi de l'histoire africaine. C'est une partie de l'histoire, mais surtout de l'imaginaire africain. Et des milliers d'œuvres de l'imaginaire qui devraient être restituées par la France. Je ne dis pas seulement de l'imaginaire, oui. Mais il y a quelque chose quand même qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire que c'est l'art africain qui a révolutionné l'esthétique moderne avec Picasso et le cubisme. C'est à partir des masques africains que Picasso a découvert en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez des demoiselles d'Avignon? Et Picasso avait dit qu'il avait l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Ouais. C'est-à-dire que c'était un choc esthétique énorme qui a bouleversé l'esthétique. Donc, nous avons découvert, je dirais même, l'art abstrait. Mais la découverte, elle est colossale. La découverte de ces deux chercheurs, le Sénégalais Felwine Sarr et la Française Bénédicte Savoy. On parle rien qu'au quai Branly, musée qui a été conçu par Jacques Chirac. On a découvert que 7000 œuvres provenaient d'Afrique. On ne parle pas du reste. Mais écoutez, ça, c'est un pillage qui est reconnu. Ça, c'est le pillage, c'est celui de notre imaginaire, de notre symbolisme, d'une partie de notre histoire. C'est une infime partie. On n'a fait que piller l'Afrique, ses ressources et autre chose. Mais c'est très bien aujourd'hui effectivement, qu'il y ait une reconnaissance. Que ce que Macron a fait, il ne faut absolument pas le négliger. Une forme de réparation aussi, quelque part? C'est une forme de réparation. C'est une forme de réparation éminente qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, il faut appeler aussi à la vigilance. Nous allons retrouver des pièces qui sont des pièces inédites, qui sont des pièces d'une richesse énorme de notre imaginaire. Il faut qu'on sache aussi conserver ces pièces. Et il faut que ces chefs d'État africains le réclament aussi, parce que c'est ça aussi. Non, il faut qu'ils les réclament. Ça, c'est le Bénin a commencé avec 26 pièces. Il y a 26 pièces qui vont être restituées, ce qui est une excellente chose. Mais qu'attendez-vous des chefs d'État africains aujourd'hui, dès l'instant que le président français Macron est prêt à aller dans le sens des recommandations des deux chercheurs? Il faut que les chefs d'État recommandent et il faut que les chefs d'État se préparent à conserver pour qu'on ne les perde pas une seconde fois. Parce qu'on pourrait les perdre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes de gouvernance en Afrique. On peut être extrêmement satisfait, très content de dire, tiens, nous retrouvons notre mémoire, nous retrouvons notre richesse esthétique, mais en même temps, il faut qu'on ait la possibilité de les garder, de ne pas les retrouver encore sur le marché international. Je pense que ça, c'est une mise en garde qu'il faut faire, qui est très forte, pour qu'on ne reperde pas ces pièces, surtout à cause de notre négligence. Au-delà des chefs d'État, il y a les peuples africains, il y a l'intelligence africaine. Quel accueil devrait être réservé à ce travail? Écoutez, un accueil chaleureux, un accueil
enthousiaste et qui permettrait encore une fois aux chercheurs qui travaillent sur l'esthétique africaine vraiment de pouvoir avoir quand même une fois de plus vraiment un champ tout à fait nouveau à explorer, à avancer. Pour pas que nous aussi on découvre la signification de l'esthétique africaine par les autres, par le regard occidental, mais par notre propre regard. Et je pense que la possibilité nous est offerte aujourd'hui, offerte également aux étudiants de travailler davantage dans des champs qui sont tout à fait nouveaux, tout à fait acceptables, et voir l'influence justement que cette esthétique a eue dans le monde. Ça, on ne le travaille pas souvent, on n'en parle pas souvent, parce que ce que nous avons, notre contribution à l'esthétique de façon globale, est très rarement promu, très rarement reconnu, y compris par les Africains. Et ça, c'est très important de mettre le doigt là-dessus aussi, que nous ne sommes pas venus, comme on dit, dans le rendez-vous du donner et de recevoir les mains vides. Alioune Tine est l'invité du jury du dimanche de e-radio. Alioune Tine, les droits de l'homme au Sénégal et en Afrique sont en question. La société civile est en question chez nous, ici et ailleurs. Tout d'abord, il y a eu cet arrêté du ministre de l'Intérieur la semaine dernière demandant à l'ONG Lead Afrique francophone de se retirer du Sénégal. Confirmez-vous votre médiation dans cette affaire? Écoutez, j'ai pas été un médiateur direct. Moi, je me considère maintenant comme un passeur, quelqu'un qui crée des liens, un pont qui relie. Et de ce point de vue, effectivement, on a fait un travail assez modeste avec les organisations de la société civile qui me considèrent un peu comme leur doyen et qui me consultent assez souvent. J'avoue aussi que j'étais à Genève et le ministre m'avait envoyé un SMS pour me dire qu'il m'invitait parce que j'avais demandé à le voir tout de suite quand il y a eu les incidents. Donc, on a un travail en coulisses pour permettre effectivement le dialogue entre la société civile. Cela aboutit à quoi aujourd'hui? Écoutez, ceux qui étaient sur le terrain, il y en a un qui est très modeste, qui n'aime pas être cité, c'est Djibi Gueye. Il a fait un travail fantastique en expliquant aux autorités quand même que ce n'était pas comme ça qu'il fallait agir avec les organisations de la société civile. Il y a aussi Mignane Diouf qui a joué également un rôle fondamental. Donc nous avons travaillé avec tous ces gens-là en coulisses, qui aboutit au fait qu'effectivement, que le ministre demandait une requête à l'ID et était prêt effectivement à revenir sur sa décision. Donc ça, c'est très important. Lead Afrique reste au Sénégal. Mais écoutez, Lead Afrique, le travail qu'il fait est fantastique. Parce que moi, je ne le dis pas de façon abstraite. Je le dis parce que j'ai assisté. Ils m'ont invité à Mboro parce qu'on faisait un travail de reboisement. Mais ces gens sont en train de donner aux plus jeunes, je dis bien aux enfants, la culture de l'environnement. Ça, c'est extrêmement important. J'ai vu des gens de toutes les générations qui étaient là, très nombreux, bien mobilisés. Et l'ID travaille avec les eaux et forêts. Donc, travailler le Sénégal, c'est un partenariat important. Maintenant, est-ce que l'ID Afrique reste au Sénégal? L'ID Afrique va rester au Sénégal. D'après ce qu'on sait, il faut rester au Sénégal. Leur place, c'est au Sénégal. Moi, mon problème, c'est effectivement cet arrêté. Cet arrêté vraiment viole la constitution du Sénégal. Cet arrêté viole les libertés qu'on a connues au Sénégal. Ça, c'est un peu comme l'arrêté de Ousmane Ngom. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas regardé dans les fonds, qui sont des fonds privés, des associations privées, de droit privé. L'État n'a pas de droit de regard sur ces financements. Ça doit être exceptionnel. Sur le cas précis, on a parlé de financement irrégulier de l'ID Afrique au profit du mouvement Y en a marre. Mais ce n'est pas un financement irrégulier. 350 millions, c'est rien. Là, moi, je connais les gens de Y en a marre. C'est des gens qui travaillent de façon bénévole. Tout ça, c'est destiné à des activités. C'est destiné aux populations. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, travailler, par exemple, sur le financement de la campagne électorale, le financement des partis politiques, d'autres le font. Ça peut permettre d'améliorer la démocratie. Les organisations de la société civile, ce sont les derniers remparts. Ce sont les remparts contre les violations des droits de l'homme, contre tout le monde, y compris contre les hommes politiques. Et ces 350 millions au profit de Y en a marre, vous les confirmez?
C'est seulement dans la presse que je l'ai vu. Hein, et ils ont servi à quoi, ou ils doivent servir à quoi précisément? Mais écoutez, aux activités de Y'en a marre, les activités de conscientisation, les activités qu'ils font. Même avec les 350 millions, ils ont entendu Aly Ngouille Ndiaye en tant que maire. Et il s'est bien prêté à cet exercice. Donc, je pense que le fait. Mais est-ce que l'État n'a pas le droit quand même de voir comment l'argent destiné aux ONG et aux mouvements de société civile, comment cet argent est dépensé et d'où il vient? Je suis totalement d'accord, mais les premiers concernés, ce sont les membres de Y'en a marre. Si à leur niveau, parce qu'ils ont également les possibilités de, comme on dit, de contrôle interne. Si les gens disent, bon, voilà, c'est à eux de voir. Parce que aussi, les organisations de la société civile, ils n'obtiennent pas les financements comme ça. Il n'y a aucun financier qui donne comme ça. Vous êtes soumis à des audits internes qui vérifient si l'argent est bien parti là où il est parti, s'il n'a pas été volé. Si effectivement, les gens s'amusent avec l'argent des organisations de la société civile, ces organisations disparaissent. Personne ne leur fait plus confiance. Je pense que les choses sont bien encadrées au sein de la société civile. Et c'est de la menue monnaie. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de voir comment travailler sur le financement des partis. Parce qu'il semble aujourd'hui qu'il y a un candidat à la présidence de la République qui a des problèmes. Oui, donc avec une banque, on parle de 3 milliards, un chiffre qui reste. On parle beaucoup de milliards. Oui. Je pense que le problème de fond, c'est d'abord notre argent public. Mais avant cela, la question de ce confrère Mamadou Alpha Diallo qui travaille dans le système des Nations Unies et qui est basé à Genève, il dit, faisant allusion un peu à cette affaire Lead Afrique francophone, cela ne pose-t-il pas le problème des financements étrangers dont bénéficient des ONG ou associations nationales, donc leur réelle indépendance? Vous répondez quoi? Je réponds ceci. Vous savez, quand on est dans le système libéral, il y a des acteurs du système libéral, des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques. La société civile n'a pas émergé comme ça, par hasard. Dans le système libéral, ils ont prévu la société civile comme acteur qui surveille aussi les États et qui font des rapports. Il y a deux choses. Comment effectivement les financer, parce que sans financement, ils ne fonctionnent pas. Comment les financer et assurer leur indépendance? Dans les pays développés, on dit, voilà, Amnesty le dit, Human Rights Watch le dit, et d'autres, ils disent, bon voilà, nous sommes indépendants. Mais non, il y a un financement indirect, parce que la plupart des acteurs, des bailleurs de fonds qui donnent leur argent, ils ne payent pas l'impôt. Vous avez le choix aux États-Unis. C'est pour ça que vous avez de grandes fondations qui travaillent sur les valeurs, sur les principes, les Bill Gates. Soit ils mettent leur argent au service, bien sûr, de ces valeurs, de ces principes qu'ils financent. Ils financent ici beaucoup de choses. Hein. Les Ford Foundation, c'est ça les philanthropes. Il y a une philosophie de la philanthropie qui est inexistante en Afrique, qui doit exister en Afrique. On finance effectivement ces organisations. Maintenant, on ne paye pas d'impôts. Donc, c'est un financement indirect qui permet de garantir l'indépendance des organisations de la société. Mais est-ce que derrière, il ne pourrait pas y avoir une arrière-pensée subversive? Parce qu'une fois que le financement est acquis par une organisation, la question est de savoir qu'est-ce que cette organisation fait ou doit faire de ce financement. Les organisations... On a entendu régulièrement ici au Sénégal des régimes politiques dire que la société civile a des démarches subversives, elle fait de la politique, comme récemment le président Macky Sall a eu à le dire vis-à-vis d'Amnesty International Sénégal. Mais que nous faisons de la politique. Gassama. Nous faisons de la politique. Oui. Moi, à l'UNTIN, je fais de la politique. Mais vous ne m'avez pas vu chercher le pouvoir. La manière de faire la politique a permis de protéger beaucoup d'hommes politiques qui seraient peut-être en prison ou qui resteraient en prison beaucoup plus longtemps. J'ai fait 30 ans. Nous avons protégé le président Wade quand il est sorti. Il l'a dit. Amnesty International et à l'UNTIN. Le président Macky Sall, quand il était effectivement dans des difficultés, on était là. Quand il était accusé de façon, je dirais, injuste, on était là. Les Moustapha Niasse, vous oubliez ça? Le Parti socialiste, quand il venait de sortir. Donc, je dis, il faut faire extrêmement attention. Le président Macky Sall, pour parler d'aujourd'hui, a dit Amnesty n'a qu'à dire clairement si maintenant il fait de la politique et les choses seront beaucoup plus simples. Non, Seydi Gassama ne fait pas de la politique.
Il a sa façon de parler, il a son tempérament. On peut l'apprécier, on ne peut pas l'apprécier, mais vous ne pouvez pas prendre Seydi Gassama en flagrant délit de faire de la politique. Il n'en fait pas. S'il en fait, Amnesty s'en débarrasse dans les meilleurs délais. Ça, je vous le dis. Et les gens vérifient et contrôlent. Moi, j'ai été quand même directeur d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, pour contrôler toute forme de dérive, de dérapage. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a de temps en temps. Mais en fait, on vous remet à l'ordre. Donc, quand ce n'est pas extrêmement grave. Mais moi, je veux revenir sur une chose, parce que j'ai quand même écouté aussi cette interview. Le président de la République a dit, est-ce que ce sont les droits de l'homme qui gouvernent? Mais j'ai dit oui. Parce que le président, c'est le premier protecteur des droits de l'homme. Parce que dans notre constitution du Sénégal, prenez, comment dirais-je, le préambule. Prenez les 10 premières, comment dirais-je, les 10 premiers trucs de notre constitution. Mais ça ne parle que des droits de l'homme. Et celui qui Mais quand les droits de l'homme veulent, par exemple, imposer que l'homosexualité soit reconnue, légiférée dans un pays. Nous, ce que nous faisons avec et le président l'a dit, hein, c'est-à-dire que les homosexuels sont des êtres humains. Si leurs droits sont violés, comme n'importe quel autre être humain, je pense que c'est un devoir, c'est une obligation pour tout le monde de les protéger. Ici, Jusqu'à quel niveau? Non, mais écoutez, moi je respecte beaucoup les us, les coutumes, je respecte la discrétion, on n'a pas le droit d'aller violer le domicile de quelqu'un pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Les gens qui regardent dans les trous de la serrure, c'est pas normal. Et ça, effectivement, l'État a mis un terme à cela. Maintenant, même pour des hommes et des femmes, ils n'ont pas, dans notre culture, la possibilité de venir s'exhiber devant tout le monde. Je pense que notre culture ne l'accepte pas. Et moi, je suis d'accord avec pas mal de gens sur ça. Donc, sur les questions de sexualité, c'est des questions sensibles. Voilà. Donc, il faut respecter certaines valeurs, certaines attitudes nous concernant. Avant l'arrêté qui a... non, mais je voudrais quand même, oui. vraiment, allez-y. Je voudrais demander vraiment solennellement au président de la République, vraiment au ministre, vraiment d'abroger ces arrêtés. Ces arrêtés, ce sont des arrêtés qui restreignent l'espace civique comme peau de chagrin. C'est des arrêtés qui viennent comme une espèce de disjonction dans la grande narration politique et des droits humains au Sénégal. C'est un grand récit qu'on a. Vous savez, le Sénégal est président du Conseil des droits de l'homme pour la première fois en 1968 avec Ibrahima Bey. Ça veut dire que le multilatéralisme, ça fait partie, le respect du multilatéralisme, ça fait partie de notre gène. Le respect des droits humains, de la démocratie, ça fait partie des gènes et de l'ADN du Sénégal. Donc, ces espèces de défaillances qu'on perçoit, ça crée un malaise profond. Pas seulement au sein des partis au pouvoir, hein, pas seulement au sein comment dirais-je, des opposants, de la société civile, mais de tout le Sénégal. Le Sénégal est fier parce qu'effectivement, ils ont constitué une référence, une exception en matière de démocratie et de droits humains. Et ça doit être respecté. Et que vraiment, les défaillances que nous voyons et que signalent soit les Nations Unies, soit l'Union africaine, et de façon récurrente, c'est inquiétant. Avant ces arrêtés, ou cet arrêté du ministre de l'Intérieur, les responsables de l'association concernée avaient été convoqués le 13 novembre pour un interrogatoire qui a duré, selon des informations parues dans la presse, de 15h à 20h au commissariat central, en même temps que 3 autres responsables d'ONG, ENDA TM, Oxfam, Tiers-Monde, bien sûr, au Siwa, dans le cadre d'une enquête ouverte sur des présumés financements irréguliers au profit de l'association Y en a marre. La démarche vous paraît-elle justifiée? Pas du tout. Pas du tout. Ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. Moi, je viens de Genève, où j'ai rencontré le rapporteur spécial sur justement le droit d'association, d'organisation, le droit effectivement de réunion. Mais c'est lui-même qui m'a interpellé. À Lyon, j'ai été interpellé. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Cela veut dire que sur le plan national comme sur le plan international, ce genre d'actes venant de l'État, que effectivement le contrôle de la société civile soit assigné au ministère de l'Intérieur, ça c'est choquant. Ça, il faut y mettre un terme.
Et c'est au président de la République, qui est le premier protecteur des droits de l'homme, des libertés et de la démocratie dans ce pays, qui doit le faire. C'est ça que nous attendons de notre président. Les droits de l'homme, c'est lui. C'est lui fondamentalement. Et quand il y a des défaillances en matière de droits humains au sein de l'État aussi, mais écoutez, on le dit, moi je viens du comité sénégalais, je suis parti parce que j'ai vu effectivement que c'était une coquille vide. On a une loi. Le moment est venu, franchement, d'adopter cette loi. J'en ai discuté avec le ministre de la Justice qui m'a dit, mais Alioune, nous allons bientôt vraiment adopter la loi et mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme. Et ça, c'est le devoir de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui protège les droits de l'homme contre ses propres excès à lui. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des contre-pouvoirs d'État, des institutions administratives indépendantes. Nous n'arrivons pas à avoir ces corps intermédiaires entre les excès de l'État et la société et les citoyens. Et ça, nous en avons besoin très rapidement. C'est pour ça que je dis que les droits humains, ce n'est pas seulement les organisations. Ce sont les derniers remparts. Mais quand il n'y a plus, si vous voulez, de protection de la part de l'État, et c'est une impression au Sénégal, mais il faut que les organisations de la société civile interviennent. Mais si tout ça est mis en place, vous allez voir, on n'aura pas beaucoup de jobs. On ne demande que ça. Alioune Tine est invité du jury du dimanche d'e-radio. Je rappelle le principe de l'émission. Il y aura tout à l'heure les 10 dernières minutes de Khalifa Diakhaté, mais aussi il y a des questions des auditeurs. Nous allons écouter la première question, elle est courte. Comment trouvez-vous la situation des droits de l'homme au Sénégal? Bon, très bien. Le Sénégal est un pays démocratique, il faut le reconnaître. La liberté d'expression existe au Sénégal, la liberté d'association existe au Sénégal. Mais bon, ce qui n'existe pas au Sénégal, je viens de le dire tout à l'heure, nous n'avons pas d'institution nationale forte, mise en place, reconnue sur le plan national et sur le plan international, comme le comité sénégalais. Et c'est très dommage parce que le Sénégal est le premier à avoir mis en place cette institution dans les années 74. Donc je dis, c'est comme quelque chose qui manquerait à notre gène. Donc il faut le mettre en place très rapidement. C'est la situation des prisons, surpeuplées, et avec effectivement des prisonniers qui font une longue durée sans être jugés. Là aussi, il faut donner les moyens aux juges. Il faut construire de nouvelles prisons, c'est très important. Et puis ensuite aussi l'égalité en genre. Moi j'ai lu à peu près ces temps-ci, on a fait des simulations pour dire voilà les candidats qui pourraient, avec le problème du parrainage, vraiment être candidats à la présidence. Mais je n'ai pas vu de nom de femme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le fonctionnement en matière vraiment d'égalité et d'équité en genre. Donc c'est extrêmement important que notre système également prenne en charge vraiment la question des droits de la femme. Il y a quand même 2 femmes qui se sont déclarées candidates à cette élection. Candidates à la candidature en tout cas. Mais justement, est-ce que les candidates, il y a plusieurs femmes même, mais est-ce qu'elles vont franchir le cap? Ça veut dire cette barrière que constitue le parrainage. Mais ça, c'est une grande question. Si elles ne le font pas, ça serait vraiment un grand problème pour nous, pour notre démocratie qui n'y est Madame pas de femme. Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj, Madame Yacine Fall et Madame Wade, oui. Voilà, tout à fait. Ben, pourquoi vous avez des inquiétudes pour elles? Elles peuvent bien rassembler le nombre de parrainages requis. Moi, je le souhaite. Au même titre que les hommes, non? Je souhaite très profondément qu'elles soient présente vraiment comme qu'une femme au moins soit présente comme candidate à la présidence de la République. Voilà. Est-ce que ce n'est pas sur le terrain politique que le rôle de la société civile est surtout critiqué, en tout cas matière à débat? Quelle est votre position, la position que vous devriez avoir, vous, société civile, entre le pouvoir d'un côté et l'opposition de l'autre? Écoutez, c'est parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est un problème de gouvernance. Avec la corruption. La corruption qui gangrène à la fois les institutions, qui gangrène la société et qui fragilise les institutions de la République. Des fois même, ça peut créer, si vous voulez, l'effondrement des États. Donc,
et puis la défiance des populations. Nous avons par exemple ce phénomène dans beaucoup de pays qui se sont effondrés, hein, quand vous regardez les pays. Donc les problèmes de gouvernance, c'est important. Les problèmes de respect de la démocratie, des droits de l'homme, c'est toujours dans le champ politique où nous avons des problèmes, entre opposition et pouvoir. Même les conflits, vraiment, c'est au sein de ce groupe. Même les tensions politiques que nous avons, c'est au sein du champ politique. Donc, nous avons aujourd'hui le devoir absolu d'analyser le champ politique. C'est un champ aujourd'hui qui est très problématique, pas seulement en France. Hein, c'est-à-dire que nous avons une décomposition du champ politique partout. Regardez ce qui se passe avec les Gilets jaunes en France. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le développement de l'extrême droite, des populismes un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que la démocratie représentative, elle est représentative parce qu'il y a les partis politiques et nous avons également, comme on dit, une véritable pathologie de cette démocratie représentative. Chez nous, en Afrique, on n'en parle pas beaucoup, mais il est temps, quand on a 130 candidats, ça veut dire quoi? Il faut l'analyser aussi. Ça veut dire que ceux qui étaient là dans le champ politique ont perdu quelque peu, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ont perdu quelque peu de leur légitimité, de leur reconnaissance, et que les gens ont recours à d'autres, et d'autres se disent, mais écoutez, pourquoi pas nous, parce que ça ne marche pas. Donc, nous avons intérêt à analyser aujourd'hui notre démocratie, à voir les pathologies de notre démocratie, à passer notre système démocratique au scanner, pour effectivement voir ce qui ne va pas, et nous, en tant qu'Africains, réinventer, recréer notre propre démocratie par rapport à notre réalité. C'est sur ça que nous travaillons à Afrikajom. En ce moment, c'est comme on dit, je dirais le think tank que nous avons mis en place pour travailler sur ça. On est en train de mettre le comité scientifique et tout, pour voir comment nous pouvons réinventer la démocratie et ne pas dépendre tout le temps de ce que les gens ont créé ailleurs, pour nous dire, voilà, nous donner des ordres. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un comme Trump peut nous dire, voilà, j'ai autorité à vous dire, faites ceci ou faites cela? Je ne pense pas. Oui. Et pour le cas du Sénégal, la perspective du pétrole et du gaz, de manière générale, l'enjeu autour de l'exploitation de nos ressources, est-ce que cela ne devrait pas pousser la société civile aussi à se mettre en cause ou à se remettre en cause? Non mais attendez, vous savez, le problème du gaz et du pétrole et de la malédiction, c'est le fait effectivement qu'on a affaire à des acteurs qui sont plus forts que les États. Les acteurs, ça veut dire les compagnies, les grandes compagnies pétrolières sont beaucoup plus forts que les États et ont des capacités de nuisance énormes, et ils l'ont prouvé en Afrique. Donc, la société, ils peuvent passer par la société civile. La société africaine de façon globale, société politique, société civile, doivent se rassembler par rapport à ces gens-là. C'est pour ça que le pétrole doit faire l'objet d'un grand débat, d'un grand consensus, pour voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, vraiment pour ne pas nous perdre, pour qu'on ne soit pas divisé par rapport à la question du pétrole, par rapport à sa gestion, par rapport à la transparence, par rapport également à la répartition des ressources. Tout ça, ce sont des problèmes extrêmement importants aujourd'hui au Sénégal. Sinon, effectivement, on peut avoir beaucoup de pétrole. Il y a eu des pays qui ont du pétrole, mais allez voir ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Allez voir ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Allez voir ce qui se passe également aujourd'hui à cause du pétrole aussi au Congo-Brazza. Allez voir la question des ressources en RDC, au Soudan. Donc, c'est à nous maintenant de voir comment nous pouvons tirer les leçons pour ne pas tomber dans la malédiction. Mais la malédiction, c'est la pire des choses. Le chef de l'État a appelé, comme il n'y a pas longtemps, une concertation nationale qui s'est tenue sans l'opposition de manière précise, en tout cas les figures marquantes de l'opposition sénégalaise. Oui, mais il ne faut pas dire on a fait un appel, c'est fini. Il faut évaluer pourquoi cet appel n'a pas marché pour le pouvoir, pour l'opposition. Nous disons aujourd'hui, c'est une obligation absolue quand on discute des questions vraiment d'intérêt national, que tout le monde soit là, que la société civile soit là, que l'opposition soit là. Parce que ça, c'est l'intérêt du Sénégal qu'il faut voir, ce n'est pas l'intérêt partisan qu'il faut voir. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut également aussi que le président de la République mette des gens qui ont la confiance de tous pour effectivement présider, modérer et venir lui dire voilà les recommandations, monsieur le président. Ce n'est pas à lui de présider ces choses-là. Il y a quand même le COS Pétrogaz. Oui, je sais qu'il y a le COS Pétrogaz, mais on ne discutera jamais assez pour dire
comment on fait pour éviter la malédiction. C'est ça mon avis. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par le président de la République, qui sont bonnes, qu'on apprécie, mais il faut les évaluer et faire mieux. Alioune Tine, qui est un acteur majeur de la société civile sénégalaise et africaine, est l'invité du jury du dimanche aujourd'hui. Un autre sujet qui fait débat, Alioune Tine, c'est l'avis, les constatations ou la décision du comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'affaire Karim Wade, comité qui estime que la déclaration de culpabilité de Karim Wade, qui a abouti à sa condamnation par la CREI à 6 ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA, doit être réexaminée. Comment appréciez-vous cette décision ou avis du comité des droits de l'homme de l'ONU? Vous savez, l'ONU, c'est des experts indépendants qui donnent leur avis. C'est sur le pacte relatif aux droits civils et politiques. Nous sommes membres de ce pacte. Le Sénégal, c'est presque un des champions du multilatéralisme. Hein, comme je vous l'ai dit, le 3 décembre prochain, le Sénégal va présider le Conseil des Nations Unies. Donc, il me semble que la première étape, c'est d'accepter effectivement les conclusions, de prendre note, de se défendre comme ils veulent faire, mais surtout d'en tirer les leçons. Parce que tout de même... Est-ce que ça signifie une révision du procès de Karim Wade, dans votre entendement? Il est évident que quand on dit qu'on n'a pas eu un procès équitable, ça pose des problèmes. Quand on dit qu'il n'y a pas d'instance d'appel, il y a des problèmes. Le respect d'un procès équitable, c'est fondamental. Parce qu'en réalité, si vous ne le faites pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces défaillances sont des espèces de sorties de démocratie, de sorties de l'état de droit. C'est des sorties temporelles, certes, mais c'est des sorties importantes. Donc les sorties de l'état de droit, les sorties en matière de droits humains, je pense qu'il faut désormais mettre en place un système, si vous voulez, comment dirais-je, interne qui empêche ces sorties. Ça veut dire, si nous avons un bon tribunal qui sanctionne ces sorties momentanées et qui peuvent être également des sorties dangereuses de la démocratie, des droits de l'homme, à partir de ce moment, nous avons un système interne qui nous préserve. Maintenant, s'il y a des failles dans ce système et que ça va au niveau international, c'est à nous maintenant de revoir notre propre système interne, de voir quelles sont les pathologies, de les corriger, mais de ne pas les dramatiser. Parce qu'ici, nous avons tout le temps... Oui. C'est ça le problème de la politique politicienne. Nous confondons une réaction qui doit être une réaction d'État à également une réaction qui doit être une réaction de politique politicienne à répondre à quelqu'un d'autre. Et il me semble que c'est là où la communication de l'État pose des problèmes. Mais justement, quelle est clairement votre position? L'État du Sénégal dit « Je dispose de 180 jours pour regarder les recommandations du comité et éventuellement je vais apporter les corrections nécessaires. » Mais l'État du Sénégal dit « Hors de question de réviser le procès de Karim Wade. » Dans le camp d'en face, le PDS par exemple, comme les avocats de Karim Wade, estiment que cette décision de la CREI est une décision qui est devenue nulle et qu'il fallait aller vers même une révision du procès. Quelle est, votre position claire sur ce dossier? Ma position claire, c'est que quand, effectivement, le Sénégal dit « j'accepte » et dans les 180 jours, je vais apporter une réponse. Vous savez, le système des Nations Unies est un système quand même assez souple, qui donne du temps au temps, qui donne également la possibilité également aux États de se défendre. Donc, d'ici 180 jours, attendons ce qui va sortir de cela. Mais entre-temps, il faut respecter les décisions qui ont été prises par, effectivement, la CREI. Non, je ne dis pas la CREI, hein. Je dis il faut respecter... Du comité, mais oui, justement. Mais écoutez, c'est quoi finalement entre le respect de la décision de la CREI, qui a atteint ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, et le respect des recommandations du comité des droits de l'homme, que choisir? Mais qui est le président qui va juger ça aux Nations Unies? Mais c'est le Sénégal. C'est le Sénégal face au Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui est le président du Conseil des Nations Unies. Donc le Sénégal est obligé, et c'est ça également aussi la norme internationale, c'est ça aussi le multilatéralisme. Les recommandations des Nations Unies, en attendant effectivement, d'ici 180 jours, le Sénégal a le temps de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger. Et c'est comme ça que fonctionne les Nations Unies. Mais entre-temps, il y a une condamnation
sur la tête de Karim Wade et il y a l'enjeu de l'élection présidentielle. Bon, moi j'ai un avis personnel que je ne vais pas dire publiquement. Peut-être que si je rencontre les autorités, je vais leur dire ce que je pense. Dites-nous quand même. Non, je préfère effectivement par rapport à ma position d'expert indépendant, il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Mais je sais que si je m'assois avec les autorités, je peux donner les bons conseils. Qu'il soit permis à Karim Wade de se présenter par exemple. Non, moi je suis... Oui, je pose la question. Je vous dis une chose très clairement. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile, une situation de campagne électorale où tout le monde est mobilisé, où n'importe quelle parole peut être exploitée d'une manière ou d'une autre. Donc, par rapport à cette situation-là, par rapport à des questions d'État qui sont des questions majeures, bon, je préfère effectivement parler aux autorités. C'est par rapport à ma position d'expert indépendant. Je pense que c'est la meilleure posture. Toute autre posture peut-être... pourrait porter préjudice à mon mandat. La décision de la CREI devrait être considérée comme nulle et de nul effet. Je dirais que je ne le dirai pas, je ne le dirai jamais publiquement. Mais vous le direz si j'ai à le dire, je le dirai effectivement. Oui. C'est une recommandation que je ne donnerai aux autorités quand je serai en face d'elles. Cette recommandation de considérer que la décision de la CREI est nulle? Non, il m'est arrivé même d'écrire, moi. Vous savez, d'écrire des notes sur la question de la CREI, c'est pas quelque chose de confidentiel. Donc, je n'étais pas seul, beaucoup l'ont fait. Je l'ai fait également quand j'étais au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme. Nous avons effectivement des choses qui durent depuis très longtemps. Ça ne dure pas depuis le président Wade. Hein. Nous avons une déconstruction des institutions qui nous viennent depuis l'alternance de 2000. On n'y a pas travaillé. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu le pacte républicain et puis les assises nationales. Jusqu'en 2009, Macky n'était pas là. Maintenant, est-ce que ça a été corrigé? C'est ça le problème. Et ce problème-là doit être dans le débat national. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle l'ADN du Sénégal, ce qu'on appelle également son identité, l'exception sénégalaise, elle doit faire l'objet de discussions pour qu'on ne soit pas dans une situation où les acquis démocratiques, les acquis en matière de droits de l'homme ne soient pas irréversibles. La réversibilité des acquis démocratiques se pose avec énormément d'acuité aujourd'hui. On va prendre 2 questions d'auditeurs. Alioune Tine projet Karim Wade mosuma dégg benn yoon nga taxaw ñu nañu arrêté CREI yi da woon wax naa CREI yi baaxul waaye dañu continuer bu ñu ko naan ne Karim ba pare ñu xool nuñ koy dindee wala nuñ koy xoolaate par rapport ak Aboubacry Mbodj moom da doon taxaw yàlla ko yàlla yërëm di xeex CREI yi parce que nekk nañ tribunal boo xam baaxul man ma jàpp ni li may wax fan yi boo ko doon wax temps yi nga xam ne projet Karim Wade mu ngi dox kon kenn du la mere mais ñun ñi nga xam ne ay citoyen lañ bokkuñu benn parti dañoo gis yow taxawaay rafetlu ko bi CREI yi taxawee parce que da nga doon taxaw parce que da nga mere woon Abdoulaye Wade ak Karim fa taxawoo taxawaay bi nga war a taxaw da nga taxawoon daal maanaam nañ leen condamné ci CREI yi bu ñu paree ñu xoolaat CREI yi te man taxawaay boobu daal xamu ko ñi daal fekk dañuy doxal loo xam jaaduwul mais bu dee sa ennemi da nga war a taxaw défendre ko parce que ñu ko teg loo xam jaaduwul ba léegi audio yaa ngi fi ak vidéo yi waaye yoo duggee YouTube da nga koy gis li nga doon wax kon daal ñun changement bi daal jaaxal na ni quoi te daal nit koo xam daal nit koo xam ne woote dëgg daal di xeex ak doomu aadama saa yoo ñu gàdde ak doomu aadama ak commando da nga war a taxaw défendre ko. Il y a une autre question dans la même veine, on va peut-être l'écouter. Ali Diassé, oui. man la Cheikh Malick Lay nekk fii ci Brésil waaw dama bëgg a laaj sa invité bi Alioune Tine ne ko moom bu élection yi jubee 2011 2012 maanaam ci lañ ko gënoon a gisee ak léegi jamono jii ni mu mel nii ak ni réew mi mel nii te dafa mel ne fa réew mi tolloon fa la toll ba léegi dara changé wu léegi moom lu tax depuis 2012 ba léegi nii kenn déggu ko ci dara maanaam ay communiqué lay def ak dara mais benn action gisuñu mu def loolu laa bëgg daal nga laajal ma ko lu tax loolu. Question en Wolof, la dernière qui dit on ne vous sent plus engagé sur la question des droits de l'homme et l'autre c'est sur l'affaire Karim Wade. Cet auditeur veut votre position par rapport à la CREI. Écoutez, sur l'affaire Karim Wade, je vais lui répondre très rapidement. Sur l'affaire Karim Wade et la CREI, ma première position c'était avec toi dans ton émission. J'aimerais bien que tu ressortes ça. Pour ce que j'ai dit sur la CREI. Ce que j'ai dit sur la CREI, c'est que toutes les organisations de droits de l'homme par rapport effectivement à une cour, vraiment qui est un tribunal d'exception, qui n'a pas effectivement d'instance d'appel. Donc tout ça, on le sait, on l'a dit, je ne suis pas seul, je l'ai dit, quand j'étais même au Comité sénégalais des droits de l'homme, je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit.
Et puis quand j'étais à Amnesty directeur, j'ai reçu tous les jeunes karimistes qui étaient plus engagés, qui sont ses leaders à lui, qui étaient étonnés de me voir libre et de dire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce que j'ai dit quand je n'étais plus à la radio, il y a beaucoup de choses que les gens n'entendent pas. Je suis sur la même position. Maintenant, par rapport à l'autre, moi, je suis retraité. Mais sauf que sur le comité des droits de l'homme, votre position manque un peu de clarté aujourd'hui, Alain Tine. Écoutez, nous sommes dans une situation où il y a quand même une campagne électorale, il y a une élection, il y a des enjeux. Donc, je dois avoir la position la plus responsable possible pour ne pas effectivement me situer dans un camp ou dans un autre ou porter préjudice à Paul ou à Pierre. Donc, c'est une position personnelle que j'aimerais que tout le monde vraiment respecte. Et vous l'assumez. Voilà, je l'assume carrément. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis un pont, je relie. Je suis un créateur de liens. Voilà, je ne suis pas là, comme on dit, comment on appelle ça encore, les gens qui produisent de l'énergie et ceux qui, comment dirais-je, régulent l'énergie. Je suis un régulateur. Voilà, je ne suis pas quand même quelqu'un qui met du truc. Voilà, il faut respecter ça. Je ne suis plus président de la radio. J'étais président de la radio à l'époque, en 2011. J'ai pris mes responsabilités. J'ai quitté la radio depuis 2013. Donc, c'est aux nouvelles autorités. C'est bien de la radio. Vous avez parlé de Mbodj. Maintenant, aujourd'hui, il y a Agnès. Aujourd'hui, il y a Yanamar. Aujourd'hui, il y a Gassama. Aujourd'hui, il y a Babakarba. Aujourd'hui, il y a Diom. Tous ces jeunes-là, je suis âgé de plus de 10 ou 20 ans. Ce sont mes neveux, ce sont mes jeunes. Donc, je les encadre. C'est à eux d'avoir le leadership. Je ne vais pas leur porter préjudice ni ombrage. Je les encourage. Ils font le travail et le contexte n'est pas le même. Il reste 2 minutes avant d'introduire Khalifa Diakhaté. On va vers une élection présidentielle qui est prévue le 24 février prochain. Quel est aussi, puisqu'on peut les considérer comme étant des membres de la société civile, je peux parler de nos guides religieux, quel rôle devrait-il avoir dans la perspective de cette élection majeure? Ils doivent être des remparts pour que vraiment qu'il y ait la paix, qu'il y ait des élections apaisées. Il faut qu'il soit des voix fortes pour parler aux uns et aux autres. Ça veut dire aussi bien à l'opposition qu'au pouvoir. C'est très important. Vous savez, il y a un guide qui a joué ce rôle. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on sort les cassettes. Franchement. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a joué très fortement ce rôle. Et le rôle également de médiation, de les appeler, de discuter avec eux. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, vraiment, nous sommes dans la vulnérabilité par rapport à ces élections. Nous avons des élections où, franchement, quand on regarde devant, on ne voit pas clair. L'horizon n'est pas totalement dégagé. Et il faut que l'horizon soit dégagé. Oui, mais on sort du Magal et du Gamou. Les khalifs Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Mbaye Sy Mansour ont tous deux appelé au calme et ont demandé à la classe politique d'avoir un discours responsable. Et de dialoguer. C'est clair, non? Nous sommes partis les voir avec la société civile. Nous avons vu tous les guides religieux pour effectivement qu'il y ait un dialogue. Aujourd'hui aussi, la société civile a mis en place avec 3D, voilà, les Moundiaï Cissé, vraiment une commission de sages. Moi, j'en fais partie. On a écrit à tous les chefs de parti, tous les leaders, de s'asseoir et de discuter sur les points de contentieux. Le point de contentieux, c'est quoi? C'est le fichier. Il y a un pas qui a été fait pour que les gens puissent aller voir le fichier et respecter l'article 48. C'est une très bonne chose. Nous un pas en avant, mais aussi un pas en arrière. L'opposition est partie, elle est encore revenue pour dire qu'on n'a pas mis à sa disposition le fichier. Mais il y a aussi la commission de supervision qui a dit par la voix de Issa Sall l'autre jour qu'il y a quand même des avancées importantes, qu'il y a des forces et des faiblesses dans ce fichier. J'ai écouté Khalifa Diakhaté, je te laisse prolonger. Oui, tes 10 dernières minutes, c'est l'heure. Bonjour. Oui. C'est un plaisir, Alain Tine, de vous retrouver. Alors, la première question, je fais un rétropédalage un peu et je m'arrête sur le mot respecter. Je sais que vous ne dites pas les mots par hasard. Vous dites que l'État du Sénégal doit respecter l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Quelle est la charge sémantique que vous mettez là-dedans, dans le mot respecter? Écoutez, c'est de faire en sorte, effectivement, que ces engagements internationaux par rapport à ce comité, qui fait que, si vous voulez, la voix du Sénégal est une voix autorisée pour être
président aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de grands États autour. Hein. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait aussi l'Égypte et d'autres États. C'est pas pour rien qu'on a dit au Sénégal, vous occupez ce poste de président. Donc, je pense que le respect aussi, c'est le respect du Sénégal, comme on dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que référence dans le système multilatéral en matière de droits humains, en matière de démocratie, en matière de droits humains, d'état de droit. Mais dans la pratique, respecter veut dire quoi? Dans la pratique, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nous y vivons une époque où, depuis quelque temps, on a comme, je dirais, des disjonctions narratives, des défaillances en matière de droits humains, en matière institutionnelle, en matière de démocratie. Et aujourd'hui, ça crée un malaise. Respecter veut-il dire annuler ce procès? Non, moi je ne parle pas d'annulation, je ne parle pas de non-annulation. Je dis respecter, nous avons de grands spécialistes, de grands experts. Le président en a autour de lui. Vous avez Ismaïla Madior, c'est un grand expert. S'il ne fait pas de la politique et qu'il fait de la science, il peut trouver les solutions. Vous avez Sidiki Kaba, aussi de niveau international. Sidiki Kaba sera, je pense, même au 3 décembre là-bas. Donc, est-ce que respecter, c'est réviser? Non, je ne parle pas de réviser. Khalifa Diakhaté refuse de répondre à cette question depuis très longtemps. Visiblement. Alors, donc, on passe à la deuxième question. Les ONG, justement, les ONG qui promeuvent le respect de l'orientation sexuelle et qui encadrent et orientent des jeunes Sénégalais en catimini, est-ce que vous mettez cette démarche dans le cadre de la défense des droits de l'homme, des homosexuels? Bon, écoutez, moi je n'aime pas parler de cette question. Très sincèrement, ce qu'il faut faire, il faut respecter les droits de l'homme de toutes les catégories, de tous les segments de la société, franchement. Et ne pas dramatiser, outre, je connais la sensibilité. Le faire en catimini ne serait-il pas déloyal? Non, nous on n'a jamais fait de catimini. Les gens dont les droits sont violés, quand ils viennent nous voir, nous les défendons. Non, je parle de l'encadrement et d'orientation de ces jeunes. Moi, je n'ai encadré. Même parfois de leur formation. Non, moi, je ne... En catimini. De mon point de vue, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas qui fait ça, mais moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas été dans des organisations qui l'ont fait, très sincèrement. Si les gens ont leurs droits violés, quand qu'ils risquent leur vie, qu'ils risquent leur intégrité physique et qu'ils viennent nous voir, nous les défendons. Pour le reste, ce n'est pas notre problème. Mais vous jugeriez ça déloyal tout de même, compte tenu des codes culturels sénégalais? Mais écoutez, les homosexuels ont toujours existé au Sénégal, hein. N'ont jamais été inquiétés de mon point de vue. Il y a des choses qui ont fait peut-être que les gens se sont cabrés à cause des mariages homosexuels. Tous les Africains se sont... Et puis le président Obama qui est venu ici faudrait mettre la nuance. En interpellant directement le président Macky Sall sur la question. Non, Mamadou, si vous permettez, je vais juste nuancer. Oui. Parce que quand vous dites que les homosexuels ont toujours existé au Sénégal, n'ont pas été inquiétés, ce n'est pas tout à fait juste. Ceux que l'on appelait homosexuels à l'époque, c'était plus des travestis que des homosexuels. C'était des personnes efféminées qui fréquentaient les femmes, qui étaient dans les baptêmes, qui étaient dans les neups, etc. On en a tous connu. En revanche, ce n'était pas forcément des gens qui entretenaient des relations sexuelles avec des hommes. On est bien d'accord. Vraiment. C'est bien la question. Quand on parle d'homosexualité aujourd'hui, c'est bien cela. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que les gens font, ils sont libres de le faire. On est bien d'accord. Je ne le regarde même pas. On est bien d'accord. Je parle justement de la violation des codes culturels de la tradition sénégalaise. Le faire en catimini, c'est tout de même pas très déloyal. Non, moi, je ne suis pas dans le registre là. Moi, je respecte la liberté des gens. Je ne regarde pas dans les trous de serrure, ni derrière les portes. Donc, ce que les gens font, ils sont libres de le faire. Moi, je suis comptable. Quand quelqu'un a ses droits violés, qu'il vient me voir et que je n'ai pas été capable vraiment de répondre à son attente, en réalité, le protéger et protéger ses droits. C'est ça, je me limite là. Très bien. Maintenant, tous les petits détails autour de ça, là, sincèrement, Khalifa, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Alors, pour ce qui est de la restitution des œuvres d'art africains, pourrait-on craindre, là je vais être vraiment pessimiste, craindre un sabotage déguisé, sachant que la conservation de ces pièces nécessite d'énormes moyens financiers et que jusqu'à présent, il n'y a aucun préalable qui a été annoncé pour l'accueil justement de ces œuvres d'art, les infrastructures par exemple. Infrastructures adéquates. Vous posez une très bonne question. C'est une très bonne chose, franchement, que les œuvres soient restituées, parce que c'est une partie de notre mémoire, de notre histoire. C'est une partie de notre imaginaire que nous recevons. Mais il faut qu'on soit capable. Ça, je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un gros risque. Ouais.
Et il faut anticiper sur ce risque. Je pense que le ministre, peut-être nous avons un ministre de la Culture qui est là. Nous avons également des spécialistes. Hein. Moi, je parle de El Hadj Malick Ndiaye que j'ai formé. Tu sais, j'ai été professeur d'esthétique. Hein. Oui. Il faut prendre le taureau par les cornes, avoir les infrastructures, mettre les moyens. Donc, décision démagogique un peu, à la base? Pas de décision. Non, il me semble que c'est une responsabilité énorme que nous avons aujourd'hui, que nos États ont, de protéger. La France le sait, et le Sénégal le sait. L'Afrique sait que le continent n'est pas préparé à accueillir ces œuvres, théoriquement. Moi, je suis toujours un peu pour dire, bon, il faut, c'est le problème de l'Afrique, de dire que l'Afrique n'est pas préparée, de dire que l'Afrique n'anticipe pas. Il faut bien qu'elle soit prête un jour. Au jour le jour. Je pense que la question se pose et il faut qu'on soit à la hauteur. Khalifa, il nous reste 2 minutes. J'aimerais bien quand même que vous juste un peu sur le fichier électoral. Je m'attendais à ce que vous le relanciez sur le fichier parce qu'il n'a pas dit le fond de sa pensée. Il a été très laconique sur le fichier et je pense qu'il ne veut pas s'avancer puisqu'il non, je ne suis pas laconique. Qu'il veut vraiment servir de fond. Fichier, le règlement du fichier, c'est par consensus. Oui. Il faut à un moment donné que tous s'assoient, regardent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et effectivement, c'est à la fin qu'on a un fichier qui est fixé sur lequel tout le monde est d'accord. Nous avons eu une expérience. Très bien. Où effectivement, en 2000, on nous a dit, vous nous faites l'audit, on a fait l'audit et tout le monde a été d'accord là-dessus et on est parti. Alors, je termine là-dessus pour voir un peu si vous avez évolué sur cette opinion. Vous avez indexé et jugé même le président Macky Sall et son régime, suite à la révocation de Khalifa Sall de la mairie de Dakar. Vous avez dit, je cite, si vous avez la possibilité de liquider politiquement ou de mettre un terme à la carrière politique de vos adversaires tout en protégeant vos partisans, c'est extrêmement grave. On n'est plus dans un état de droit. Vous le pensez toujours? Écoutez-moi, où est-ce que j'ai dit Vous l'avez dit sur Sud FM au mois d'août 2018. Je ne me rappelle pas. Mais ce qui est sûr, je dis les choses, mais il faut bien comprendre ce que j'appelle les sorties de l'état de droit. Oui. Ce que j'appelle les disjonctions narratives dans notre récit démocratique et des droits de l'homme. C'est des trucs momentanés. Il est bon, ce n'est pas pour rien que je le dis. Nous avons 38 révisions pratiquement constitutionnelles dans ce pays. Et le système est resté, ou presque même on a l'impression d'une régression du système. Ce n'est pas Macky qui est en jeu, c'est le Sénégal qui est en jeu. Et c'est une question, effectivement, où tous les candidats à la présidence sont interpellés. Comment pouvons-nous faire pour que nos droits qui sont acquis ne soient pas vraiment irréversibles? Khalifa Diakhaté, il y a une question attendue, tu me permets de la poser, c'est juste une question de 10 secondes. Comment l'expert indépendant de l'ONU que vous êtes à l'UNTIN réagit à la mort annoncée de Amadou Koufa au Mali qui a accepté ou qui a appelé à un djihad des Peuls en Afrique? C'est vrai que nous avons... Même l'armée française dit la mort probable. Oui. Et l'armée malienne a confirmé. Les femmes a dit, il confirme. Oui. Et la Katiba dit que ce n'est pas une information juste. Donc, jusqu'ici, je reste relativement prudent par rapport à cette information. Mais cet appel au djihad des Peuls... Ça, c'est inacceptable. C'est ça qui aurait précipité sa mort, sa liquidation. Moi, je pense que tout ce qui divise les Africains pour les entraîner à prendre des armes, c'est criminel. Et il faut le combattre. Et il faut liquider celui qui lance un tel appel. C'est pas mon genre de dire liquider. Il faut les prendre. On a vu Osama Ben Laden qui a été liquidé. Il faut les juger parce que vraiment, en tant qu'expert indépendant, je ne suis pas d'accord pour les exécutions extrajudiciaires. Donc, tout ce qu'on peut faire pour attraper les gens, les juger et en tirer les conséquences, je pense que c'est mieux. Alioune, bon, c'était court, c'était long, je ne sais pas. Merci Khalifa Diakhaté pour les 10 dernières minutes. Merci. Antoine Diouf est déjà prêt pour présenter le journal de midi. Le jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibrakan avec l'assistant de Khalifa Diakhaté à la technique Aliou Diassé. Kolo également est là, notre camera woman. Et vous aurez à voir cette émission, tout comme celle d'Alassane, sur notre page YouTube. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs.